Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Émir Kir. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre socialiste de Saint-Josse et également député fédéral. On va commencer par le fédéral et on parlera du lycée Guy Cudel dans quelques minutes. Bart de Wever, donc déchargé de sa mission. Ça veut donc dire clairement que la mission de l'informateur est un échec? En tout cas, il y a manifestement un rapport qui a été rentré. Il n'y a pas de possibilité de continuer dans cette direction. Les choses sont effectivement claires. Ouais. Est-ce qu'à la place de Benoît Ludgen, vous auriez fait la même chose, eu la même lecture de la note et pris la même décision? Enfin, je ne suis pas à la place de Benoît Ludgen. Imaginons un petit peu. Bon, il est assez grand pour savoir ce qu'il fait, mais il a été clair. Il a été clair puisqu'il a parlé d'abord et avant tout d'un problème de confiance. Il ne fait pas confiance en Bart de Wever. Et pour le Parti socialiste, depuis le départ dans cette affaire, on a dit, répété la même chose avant la campagne et juste après la campagne électorale. Ce parti est séparatiste. On sait qu'il a un programme antisocial, anti-francophone. Et donc, à partir de là, ce n'est pas un partenaire privilégié. Nous avons tout le temps dit qu'il fallait créer des gouvernements les plus progressistes possibles. Et ici, ce qu'on voit, c'est surtout du côté du MR. On tenait un discours semblable avant la campagne électorale, pendant la campagne électorale. Et puis, juste après, on sent qu'il y a une volonté dans le chef de certains de former un gouvernement des droites. Et la NVA devient soudainement désirable, etc. Et donc là, je pense que la responsabilité revient au MR. Et ça veut dire que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la NVA est quelque part infréquentable dans un gouvernement fédéral pour le PS? Mais pour nous, quand on regarde les résultats de ces élections, les choses sont claires. Qui a sorti le pays de la crise? Qui a permis de faire la relance économique dont aujourd'hui on voit c'est le gouvernement Papillon, les 6 partis. C'est ce gouvernement. Ouais. Et quand on regarde les résultats de ce gouvernement, qui est à 94 sièges, avec ces élections, elle monte à 97 sièges. Donc la population confirme ce gouvernement, soutient ce gouvernement. Ouais, mais il faut que les membres du gouvernement aient envie d'y aller. Voilà. Est-ce que tous les partis de cette coalition ont envie de revenir? Alors soudainement, ce qui est assez intéressant, c'est que le soir des élections, le lendemain, on voit que sous l'influence de certains, au nord, ailleurs, on voudrait faire un gouvernement des droites. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Dans n'importe quel autre pays dans le monde, un gouvernement qui va aux élections, qui remporte les élections, est reconduit. C'est ce qui s'est passé avec Merkel. Et ici, assez étonnamment, et là, je pense qu'il y a une responsabilité du côté du MR, qui très clairement, aujourd'hui, a soif de pouvoir et est prêt à tout. Très clairement, est-ce qu'on n'est pas inquiet quand on voit l'attitude du MR, qui met des exclusifs et qui est peut-être prêt à aller dans un gouvernement tout seul du côté francophone? Ouais, le MR peut vous rétorquer que la soif du pouvoir, elle est du côté socialiste et que c'est pour ça que les socialistes ont écarté les libéraux dans les régions. Et que si vous aviez pris les libéraux, les choses seraient plus simples aujourd'hui. Nous sommes cohérents. Nous ne sommes pas ici avec le MR. Le MR disait quelque chose sur la NVA avant, et puis après les élections, il dit le contraire. Et sur la question des exclusifs, c'est le MR qui vient avec des exclusifs. Le soir des élections, juste après, qu'est-ce qu'on a commencé à entendre comme signaux, voire comme signaux? C'est la formation de gouvernements de droite. Le Parti socialiste a pris ses responsabilités. Il ne fallait pas tenir compte du bon score de la NVA et ce n'est pas logique que le CDNV, par exemple, en Flandre, en tienne compte? Alors, je sais que certains sont obnubilés par la NVA, mais le Parti socialiste reste à Bruxelles la première formation politique en Wallonie, et nous sommes avec le SPA, la première famille politique dans le pays. Et ce gouvernement qui a fait les élections se renforçait de ces élections. Donc on voit très bien qu'après les élections, certains avaient un scénario, celui de former un gouvernement des droites, mais avec la NVA. Et la NVA, rappelons-le, est un parti qui est anti-francophone et qui porte un projet antisocial. Alors j'ai bien compris votre préférence pour la reconduction de la coalition Papillon. Imaginons qu'on n'y arrive pas, qu'on se retrouve dans une longue crise qui paralyse le pays pendant des semaines, voire des mois. Est-ce qu'il y a un moment où le PS, au nom de l'intérêt général, peut s'asseoir autour d'une table avec la NVA? Mais je dirais que ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Je pense que tout d'abord, c'est le respect de l'électeur. Et je pense que mon parti a été cohérent pendant la campagne et après la campagne électorale. L'électeur a choisi la NVA au Nord. L'électeur a fait un choix de la NVA pour un certain nombre de sièges, mais ceux qui étaient au sein du gouvernement se sont renforcés. Il y a plus un siège. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas discuter avec la NVA, Émir Kir? Très clairement, ce n'est pas notre choix. Nous l'avons été pendant la campagne et nous le sommes après. Maintenant, il faut laisser évidemment le roi consulter les différents présidents de parti et on verra qui sera désigné informateur ou autre chose. Et si le roi nomme un CDNV qui essaye de consulter le PS sur une coalition avec la NVA, le PS consultera ou pas? On n'en est pas là, laissons le roi travailler. C'est au tour du CDNV d'avoir la main? Je crois qu'il faut laisser maintenant le roi rencontrer chaque président de parti.
et faire l'analyse, évidemment, avec les experts qui l'entourent de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, le PS a fait pression sur le CDH en disant vous êtes avec nous dans les régions, ce serait malvenu d'être sans nous au fédéral? Je crois que Elio Di Rupo et Paul Magnette ont été très clairs. À aucun moment, il n'y a eu quelconque pression que ce soit. Je crois que le CDH est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Alors, on va parler du lycée Guy Cudel, qui est le lycée de la commune à Saint-Josse. Pourquoi est-ce qu'il faut un code vestimentaire dans ce lycée? La liberté de s'habiller comme on veut, ça ne marchait pas? C'est triste que dans les médias, on sorte à un moment donné un dossier et on mette l'éclairage sur le lycée. On ne parle pas du lycée quand on sort le lycée de la crise qu'il a traversée. Il y a encore 2 ans, avant qu'on ne vienne avec cette majorité, certains voulaient qu'on mette la clé sous le paillasson, qu'on arrête ce lycée, tellement les problèmes étaient grands. On a aujourd'hui une préfète, on a un proviseur, on a objectivé la situation des enseignants dans ce lycée. 40 enseignants vont bientôt être nommés. On ouvre de nouvelles sections. Vous imaginez, ce lycée Guy Cudel va ouvrir une section en matière d'informatique, assistant informatique. Maintenant, on est la seule école à le faire en région bruxelloise et la 2e en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y a un nouveau règlement, et dans ce règlement, il y a un problème ou une crispation, en tout cas autour du code vestimentaire. Est-ce que vous ne regrettez pas de l'avoir fait? Ah non, aucun regret. Je pense qu'aujourd'hui, on peut regretter peut-être on aurait peut-être dû encore mieux communiquer, encore plus rencontrer, mais vous savez, on a rencontré tout le monde. Tout un chacun qui a demandé d'avoir accès à l'information, d'avoir une réunion avec les chefins de l'enseignement ou avec vous-même. Nous avons organisé ces rencontres. Et je tiens à dire pourquoi ce projet est arrivé sur la table. C'est dans un souci de continuer à améliorer l'image du lycée Guy Cudel. Aujourd'hui, les parents demandent plus de discipline au sein du lycée, de l'ordre autour du lycée. Donc il y avait toute une série de problèmes qui nous ont conduits finalement à prendre quoi? Non pas un uniforme, c'est un code vestimentaire qui existe d'ailleurs dans la plupart des écoles. Oui, mais quand il s'agit dans l'enseignement officiel, hein, il y a toujours, vous allez être une exception quand même. Mais il y a toujours des règles. Vous inspirez un peu du libre. Il y a toujours des règles en matière de tenue vestimentaire. Ici, nous l'avons intégré où? Il y a un règlement d'ordre intérieur qui va nous permettre quoi, au fond, d'objectiver la situation par rapport aux familles et aux élèves, qui va être signé par les parents et ou par l'élève s'il est majeur. Ouais. Et ça va nous permettre, au fond, de travailler mieux. Et le code dit quoi? On doit être en bleu marine et en blanc? Donc le code dit en gros qu'il faut être en bleu marine, un ton uni, au niveau du pantalon, avoir des chaussures de ville et au-dessus avoir une chemisette blanche et un pull qui est de couleur bleu marine unie. Ici, donc plus de casquettes, plus de blousons en cuir, plus de sweats à capuche de couleur fluorescente. Mais, vous savez, j'ai même entendu des choses très drôles en disant mais dans cette école, on n'aurait pas fait l'AINE ou Axel Witzel. Mais vous savez, l'école, ce n'est pas le cirque ou la Coupe du Monde. L'école est un lieu où on apprend, où on éduque, où on instruit. Ouais. Et donc, on est dans un lieu où on doit être concentré, où il doit y avoir de la rigueur, où il doit y avoir de discipline. Qu'est-ce que vous dites aux parents, et ça existe dans ce lycée-là en particulier, qui ont des moyens très modestes et qui n'ont peut-être pas envie de devoir sortir des dizaines d'euros pour une garde-robe pour le lycée? Alors d'abord, ça me fait sourire, puisqu'il s'agit de vêtements que l'on trouve dans tous les magasins, dans les marchés. On ne dit pas qu'il faut aller dans un magasin spécialisé, ce n'est pas du tout comme cela. Et puis par rapport aux familles qui sont défavorisées, déjà actuellement, on mène toute une série de politiques pour aider les familles défavorisées du lycée. Et demain, par rapport à l'acquisition de ces vêtements, il y aura une aide qui sera prévue par la commune. Donc ceux qui ont des difficultés à acheter le pantalon bleu marine, la chemise blanche, ils peuvent se retourner vers la commune. Vous avez un budget pour ça? Oui. Ouais. Est-ce que, allez, honnêtement, est-ce que ce n'est pas un petit peu un retour dans l'ancien temps? Pas du tout. Avant mai 68? Non, je pense que tous ceux qui viennent avec ces arguments archaïques, vous savez, quand vous avez la responsabilité d'une école, votre responsabilité, c'est de faire en sorte que l'on forme des jeunes qui deviennent des citoyens responsables avec un métier. Et il faut absolument qu'il y ait une discipline au sein de l'école. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu énormément de problèmes autour du lycée, dans le lycée, et c'est une demande, et je le souligne, c'est une demande avant tout des parents. C'est les parents qui réclament de la commune et des organisateurs une prise de responsabilité. Le voile restera permis? Ça fait partie effectivement du règlement d'ordre intérieur. Ouais, il y a eu une polémique là-dessus, il y a eu des inquiétudes des élèves. Le fait que le règlement n'ait pas eu l'assentiment notamment des professeurs, ça ne le fragilise pas au niveau réglementaire? Vous ne craignez pas les recours? Alors, ce qui est assez intéressant dans la manière dont vous présentez les choses et d'autres, vous parlez des professeurs. Il y a près de 100 professeurs. Il y a eu environ 28 à 30 professeurs qui ont envoyé un courrier. De la même manière, on parle d'une poignée d'élèves alors qu'il y a 700 élèves. C'est 40 à 50 élèves. Il y a eu une pétition aussi contre le règlement. Mais la pétition avait été orientée, on avait été raconté tout à fait autre chose. On parlait d'uniforme, on n'a jamais parlé d'uniforme.
Et j'ai reçu beaucoup de témoignages ainsi qu'au niveau de l'échevinat de l'enseignement, de toute une série de parents qui nous disent que c'est la bonne voie parce qu'ils réclament aujourd'hui la sécurité à l'intérieur du bâtiment, autour du bâtiment et surtout d'observer un minimum de règles. Alors, une question sur les occupants d'un bâtiment qui appartient au SAMU social et qui risque d'être expulsés à la fin du mois, le 30 juin, qui sont en fait les anciens occupants de l'église du Jésus. Vous regrettez toujours pas cette expulsion? Alors écoutez, si sortir les gens qui sont exploités par des bandits, c'est à regretter, c'est non. On ne regrettera jamais d'avoir sauvé des vies, d'avoir relogé des gens. Dans ma commune, on a installé 9 familles dans 9 logements de transit. On les a fait passer en priorité puisqu'il s'agissait d'une situation d'urgence. J'ai dans ce dossier, depuis le départ, réclamé la situation d'urgence. Quand les gens sont en danger dans des bâtiments, on doit avoir des petits plans Marshall qui permettent à ces gens de pouvoir atteindre des logements. Et la réaffectation de l'église, les travaux, le futur du site, ça avance? Ça avance. Le permis a été déposé, il est à l'enquête publique. Et ce projet va permettre vraiment à tout un quartier d'être revitalisé, d'avoir un renouveau au niveau de l'image, on y tient beaucoup. Alors, il nous reste 1 minute. Je voudrais en 30 secondes que vous m'expliquiez ce que vous allez faire avec le stade qui se trouve à Evere, qui accueille le BUC. Vous allez en faire quoi? Alors, c'est un stade multifonctionnel, mais du côté je dirais, du rugby, tout a été fait. On travaille aujourd'hui au niveau des abris qui vont être rénovés. Et puis, il y a le côté football, qui est le dernier chaînon manquant. On aura un petit stade, une petite enceinte. C'est-à-dire que vous allez faire une tribune? On va faire une tribune. Vous voulez accueillir le White Star ou un autre club Vous savez, en matière de football, on a suffisamment de talent chez nous. Mais par contre, ce qui est important, c'est que nous soutenons la formation des jeunes et nous soutenons les familles. C'était 100 € par chèque sport l'année passée. Cette année, ce sera 150 €. L'idée est vraiment de tirer les jeunes de la rue et de leur permettre d'avoir une autre forme de socialisation, d'éducation par le football, par le rugby, par toute autre activité sportive. J'ai une dernière question. Émir Kir reste bourgmestre ou il a envie de monter dans un gouvernement dans les prochaines semaines? Écoutez, tout cela me dépasse actuellement. Ce qui est important, c'est de définir des projets. Laurette fait un travail remarquable dans la plus grande sérénité. Je viens de voir qu'on a un accord au niveau du BICO. Pour la région, ils vont se retrouver. Vous avez été secrétaire d'État à la région bruxelloise. Est-ce que vous avez envie de retrouver ce poste-là ou un autre à la Communauté française ou ailleurs? Écoutez, je suis pour le moment très concentré dans ce que je fais. Il est évident que je fais partie de toute une série de personnes qui ont été plébiscitées par la population. Et ça, c'est le casting, tout ça, c'est des choses qui se voient à l'intérieur. Ça veut dire que vous ne répondez ni oui, mais ni non non plus. Merci Émir Kir d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo, Patrick Vermeer.